Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver donc pour votre rendez-vous hebdomadaire sur i24 News Sport. L'actualité sportive cette semaine est dominée par deux événements. Alors bien entendu, il y a le tennis et l'Australian Open qui vient de commencer, l'élimination surprise aujourd'hui au premier tour de Rafael Nadal, battu par Verdasco. Mais surtout dans le domaine du tennis, il y a donc cette affaire des paris truqués. Nous allons l'évoquer donc aujourd'hui dans cette première partie. Et puis, autre dossier très important, le dopage et la tricherie au sein de la Fédération internationale d'athlétisme. Donc, il y a une histoire assez incroyable et nous allons donc l'évoquer dans cette deuxième partie. Et pour ça, nous avons un casting magnifique et honneur aux dames, c'est normal, galanterie oblige. C'est Marie-Claire Restou qui est avec nous. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir à tous. Championne du monde, double championne du monde en judo, championne olympique, c'était il y a 20 ans maintenant, 19 ans, 20 ans. Voilà. 96. Et exactement, quelle année magistrale et ensuite conseillère au sport du président Chirac au début des années 2000. Il y a la présence d'un professeur émérite, grand nom de la lutte antidopage pendant de très nombreuses années, éminent donc médecin, Jean-Paul Escode. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir. Partagé. Et puis l'athlétisme est parfaitement représenté puisque donc nous allons l'évoquer en la personne de ce cher Jean-Charles Trouabal. Jean-Charles, bonsoir. Bonsoir à tous. Grand sprinter parmi les meilleurs de l'histoire de l'athlétisme en France. Il a été champion d'Europe sur 200 mètres, champion d'Europe avec le relais, puis recordman du monde. On se souvient, ce magistral relais donc. Alors, nous ouvrons avec ce dossier assez incroyable donc sur le tennis et cette annonce faite par la BBC. La BBC, donc, qui a précisé qu'elle avait des preuves de corruption, de tricherie à grande échelle, d'organisation et de paris, d'organisation mafieuse et de paris illégaux. Êtes-vous surpris, Marie-Claire, par cette annonce dans le monde du tennis qui a donc ébranlé la petite balle jaune? Écoutez, surprise, oui et non. Surprise que ce soit sans doute la BBC qui sorte le dossier. Après, dans tous les sports où il y a de l'enjeu, où il y a aussi de l'argent, forcément, les travers arrivent plus vite que dans les sports où il n'y a pas d'enjeu. Professeur, le tennis, c'est un sport très populaire, il y a d'énormes enjeux, mais il a toujours été protégé. Il n'y a pas beaucoup d'affaires dans le milieu du tennis jusqu'à maintenant, d'une façon générale. Non, on a beaucoup parlé à un moment donné de la cocaïne qu'utilisait, alors vous savez, on disait que les types qui se mettaient une serviette sur la tête pour mieux se concentrer, ils se faisaient une petite ligne, mais c'était pas grand-chose. Cela dit, non, c'était pas un sport réputé pour le dopage. C'était pas un sport aussi où on exerçait des contrôles extraordinaires. Mais enfin, non, le tennis, c'était pas ça. En revanche, si vous voulez, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que ces malheureux qui sont des esclaves, qui jouent toutes les semaines, pendant 11 mois, de temps en temps, je voyais bien qu'il y avait des matchs qui étaient perdus, mais ça ressemblait beaucoup plus à quelqu'un qui se fait éliminer d'une compétition secondaire pour se donner un temps de repos avant la grande compétition. De tricherie ou voilà, qu'il a abandonné le match. Des esclaves consentants quand même. Il faut le préciser. Je vous ai préparé une petite infographie assez intéressante à mon sens, donc sur les gains gagnés par les joueurs de tennis. Et pourquoi j'ai choisi cela? Parce que ça va nous servir de base pour ensuite donc expliquer ce qui se passe. Les gains à ce jour, donc le numéro 1 ATP et le meilleur joueur du monde depuis maintenant 2 ans, c'est l'incroyable Djokovic. Il a gagné, je parle juste des gains en tournoi. 21 millions de dollars, but de 21 millions. Le numéro 10, c'est le français Tsonga. Il a gagné 2,2 millions. Ensuite, on descend. 751 000 dollars pour le 48e ATP, c'est donc le classement des meilleurs joueurs du monde. Ensuite, nous avons le 150e qui est à 200 000. Ensuite, le 61e, le 311e à 61 000 dollars. Alors, il faut tenir compte que les joueurs, les meilleurs, tous leurs frais sont payés, mais à partir du 50e, tous leurs frais sont bien sûr à leur charge. Donc quand on parle de champions qui gagnent beaucoup d'argent, non pour les joueurs classés entre 150e et 200, Jean-Charles, l'économie est un peu compliquée pour eux, ils ne gagnent pas d'argent. Oui, c'est pour ça que c'est des victimes probablement toutes désignées pour les mafias. On voit, a priori, il semblerait que ces problèmes de paris viennent beaucoup de paris qui ont été faits du côté des pays de l'Est, notamment de Russie. Eh oui. Et donc, on parle aussi en Italie.
Voilà, en Russie, mais ces principalement, joueurs hein. qui effectivement sont sur le circuit toute l'année gagnent voilà, entre 200 000 et 10 000 dollars par an, ce qui est peu parce qu'il faut intégrer tous leurs frais. Eh ben, c'est des victimes effectivement potentielles pour ces mafias parce que derrière, si jamais ils arrivent à inverser le pronostic d'un match, et s'il y a des grosses sommes qui sont misées, ça fait des grosses sommes récupérées derrière. Et donc pour eux, pour les joueurs, ça peut être intéressant. Et puis évidemment, je pense que ceux pour qui c'est le plus intéressant, c'est évidemment les mafias, quoi. Marie-Claire, comment résister à la tentation? Quand on est un joueur, donc on a vu ces statistiques, il va donc percevoir combien? 20 000, 30 000 maximum dans l'année, donc des salaires moyens, même si c'est sa passion. Comment résister lorsque un homme arrive et va lui proposer une somme d'argent en cash qui peut représenter 50 000 dollars, 100 000 dollars, et comment résister? Mais ça, c'est une excellente question. Je pense que c'est même la question essentielle. Eh C'est-à-dire que pour des joueurs qui ont choisi la voie du professionnalisme, à un moment donné, l'objectif pour eux, c'est de gagner de l'argent. Et céder à la tentation, c'est une façon pour eux de gagner plus d'argent en fonction de leur niveau. Donc ça, c'est une très bonne question. Comment résister? Après, je crois que c'est la valeur que porte chacun des joueurs en lui. Et là, on replonge dans l'éducation de base du champion en question. Et d'autant plus que pour certains, c'est pas forcément balancer un match, ça peut être juste balancer un set. Oui. Le premier, par exemple. Et oui. Parce qu'on parie sur tout. Donc, on parie sur la perte du premier, par exemple. Et puis après, on peut jouer le match normalement. Donc, voilà, c'est une manière de se déculpabiliser aussi, peut-être, pour beaucoup. Ouais, non, mais c'est vrai que l'irruption des paris dans le monde sportif, forcément, change un petit peu la donne, quoi. Nous avons en ligne un éminent spécialiste du tennis, bien entendu. Il a été d'ailleurs finaliste à Roland-Garros en 72. Puis grand entrepreneur, surtout consultant au sein du groupe MCS, c'est Patrick Proisy. Patrick, bonsoir. Oui, bonjour. Patrick, alors, c'est un choc. On en parlait depuis de nombreuses années qu'il y avait donc des paris suspects, mais soudain ça prend une ampleur parce que un joueur comme Djokovic a même raconté hier, donc on était venu le voir il y a quelques années pour lui demander de perdre et donc de percevoir une somme d'argent importante. C'est un véritable choc. Aujourd'hui, est-ce que ça va déstabiliser le monde du tennis ? Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il s'agit en fait de sommes d'argent qui sont misées par ou des mafias qui vont voir des joueurs, mais ça ne concerne essentiellement que des circuits secondaires ou des matchs de premier tour. Jamais vous ne verrez un quart de finale de Grand Chelem ou un quart de finale de Master 1000 être impacté par ce genre de paris. Donc en fait, contrairement au dopage en fait qui affecte les résultats des championnats, l'attribution des titres et des médailles, au tennis c'est pas du tout le même cas. Ce sont des gens qui vont se faire, là j'ai entendu un petit peu votre débat, des gens qui sont pas effectivement forcément très à l'aise financièrement, qui vont se faire contacter. On l'a dit également, on peut parier sur tout au tennis, mais même pas seulement sur un set, on peut parier sur un point. Exactement. Bon, et il faut savoir par exemple qu'il y a un décalage entre le live et Internet de 3 secondes. Ce qui fait que quand vous êtes spectateur dans un tournoi quelconque, vous pouvez parier avec votre ordinateur, alors que Internet très vite, donne le résultat que 3 secondes après. Bon, et donc bien évidemment tous ces paris qui sont mis en place par des sites dans tous les pays. En France, par exemple, on peut pas parier point par point, mais on peut parier sur des sites étrangers. Donc c'est ça la gangrène. Et bien évidemment, il y a des joueurs qui vont se faire prendre. Il faut savoir aussi que le classement ATP qui gouverne en fait le tennis mondial est fait de telle manière qu'un joueur comme Djokovic par exemple, il va donc marquer, il va être obligé de jouer et de marquer donc des points dans 18 tournois, c'est-à-dire les 4 tournois du Grand Chelem qui sont obligatoires, il y a 8 Master 1000 qui sont obligatoires, ça fait 12. Il y a 4 ATP 500, ça fait 16, et 2 ATP 250, ça fait 18. Mais si jamais il décide de jouer 25 tournois et de jouer plusieurs ATP 250, il y a un certain nombre de tournois qui ne comptent même pas.
Bon, et on se souvient d'ailleurs que le premier cas qui a été repéré en matière de paris truqués, c'est celui de Davydenko, le joueur russe. Le joueur russe qui était parmi les meilleurs mondiaux, hein, il faut Bien le sûr, préciser. qui a été troisième en mondial 2007. et qui a fait l'objet d'une enquête extrêmement serrée, mais malheureusement, les enquêteurs n'ont jamais pu démontrer réellement et à 100% sa culpabilité, mais qui avait été joué un tournoi ATP 250 en Croatie, qui avait perdu au premier tour, ça n'avait aucun impact sur son classement, et il avait dû effectivement faire plaisir et lui-même gagner, je sais pas, peut-être 50 000 euros. Donc c'est un vrai problème de fond, c'est un vrai problème d'éthique, mais ça n'affecte en rien, je dirais, le palmarès et le palmarès des tournois. Merci pour cette intervention, cette expertise, Patrick Proisy, donc qui était là. Alors je confirme absolument. Bien sûr, oui. Si vous voulez, on a piqué à Bercy à un tournoi de tennis un type, c'est Madame la ministre qui m'a raconté ça, qui avait un pantalon de survêt un peu gonflé. Et alors dans sa poche, il avait un petit truc pour envoyer en temps réel le résultat du service gagnant. Et les types qui avaient une seconde après pour parier avant. Si vous voulez, c'est très sophistiqué. Donc, le trucage des paris, c'est peut-être les sportifs, mais c'est aussi beaucoup de gens qui tournent autour des sportifs et de temps en temps, ils en font tomber un. Donc, si vous voulez, il ne faut pas voir les trucages dans le domaine du sport pour les paris comme étant la faute des sportifs. Quelquefois, il y en a quelques-uns qui passent la main. Ils sont très souvent la victime, finalement. Voilà, Alors, je vous ai préparé une autre infographie. On aime bien dans i24 News Sport, donc l'infographie. Les éléments graphiques intéressants, notamment donc sur le fait que le tennis est donc le mauvais élève. Alors, c'est basé sur quoi? Tout simplement, c'est l'ESA, donc, qui est le Sport Betting Integrity, qui regroupe plusieurs plateformes de paris en ligne et qui a donc détecté un nombre d'alertes au 3e trimestre 2015 lors des paris. Et il s'avère donc, il y a quelques semaines, que le tennis est donc le mauvais élève. 48 alertes, 72% pour être précis, de toutes les alertes. Le football, 16%. Et derrière, alors, des sports qui ont l'habitude le snooker, vous savez, c'est ce type de billard très célèbre en Angleterre, course de lévrier, et derrière, tennis de table, bowling, badminton, beach volley, une seule alerte. C'est beaucoup quand même. Ça veut dire donc que le tennis, c'est vraiment le sport ciblé parce que, comme on l'entendait avec Patrick et avec vos interventions, la mécanique du tennis permet cela. Oui, effectivement, d'abord c'est un sport individuel par rapport au football. On peut considérer effectivement que c'est plus facile de faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre dans un sport individuel que dans un sport collectif. Et c'est un sport qui a une forte audience par rapport à d'autres sports comme le bowling, en tout cas en France, ou le badminton, ou le tennis de table. Voilà, non mais par exemple, qu'il soit des sports olympiques, badminton, beach volley, sont des sports olympiques, tennis de table aussi. Le snooker, les courses de lévrier, je pense en Angleterre, ont une audience plus importante. En France, c'est assez, voilà, peu de gens connaissent. Donc ça implique probablement des masses de paris moins importantes. Le tennis probablement permet d'avoir des masses et donc des gains importants. C'est peut-être ce qui explique ça. Je pense que je pense pas que les tennismen soient pires que les autres. Et encore une fois, je pense qu'effectivement, c'est plus l'environnement. Ce n'est pas le but, c'est important. On n'incrimine pas les sportifs, on a bien saisi. Non, mais ce qui m'interpelle et qui, je pense, peut amener un petit peu plus loin, c'est si jamais les sportifs sont menacés, parce qu'on peut imaginer que certains sportifs, notamment dans les pays de l'Est, peuvent être menacés par des mafias, justement. Mais c'est ce qu'a expliqué Berdych, pour aller dans le sens où vous allez, Jean-Charles. Voilà, Berdych, qui est l'un des 5 meilleurs joueurs au monde, a expliqué, finalement, si vous acceptez une fois. Ben oui. Mais et si ensuite vous refusez, il y a danger, Marie-Claire. Ah oui, je pense que c'est pas forcément facile à gérer pour les sportifs qui sont concernés. La question est de savoir comment on lutte contre ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas une façon de lutter, mais sans doute plusieurs. Est-ce qu'il faut être très répressif et avec des sanctions? Et qui peut donner ces sanctions? C'est assez complexe quand même, l'affaire des paris. Moi, je ne dégage pas de solution comme ça toute faite sur comment réduire et comment aussi protéger les sportifs qui sont directement concernés, voire victimes de cette situation. Mais professeur, est-ce qu'on... Vous savez, c'était la boxe et les courses de chevaux qui étaient théoriquement, on disait d'un boxeur, il s'est couché. Moi, alors que paradoxalement... Quand j'étais médecin du bataillon de Joinville, et que je discutais avec les boxeurs, ils disaient, un tel, il s'est couché. Alors que non, ça c'était à l'époque où la mafia dirigeait la boxe, il y a bien longtemps, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas... Les mouches ont changé d'âme, comme disait Pierre Baladéjo. Mais sur un plan psychologique, on sait l'importance aujourd'hui du staff autour du sportif, à la fois son coach,
son agent, son coach mental parfois, son coach préparateur physique. Il y a tout un environnement qui doit le protéger théoriquement, professeur, non? Mais oui, mais vous savez, la nature humaine, en tant que médecin, j'ai pour elle une commisération approfondie. C'est pas de leur faute si les gens sont malades, et de temps en temps vous avez des gangsters, on se demande s'ils sont malades ou pas. Mais c'est vrai que les sportifs qui quand même sont axés, je n'ose pas parler devant des vedettes du sport de ça, mais qui sont axés sur leurs résultats, qui quand même bossent comme des brutes pour arriver à un bon résultat, si vous voulez, ils sont dans une position de fragilité. Et à un moment donné, si vous avez un type un peu gangster qui fait ça, parce que les gangsters autour des sportifs, ils ne font pas que leur faire perdre des matchs. Moi, je me souviens, comment s'appelait ce footballeur de Nantes et de Bordeaux, très connu, et qui s'est fait exploiter par des gens autour de lui. Il s'est retrouvé sans un sou. Mais oui, comment il s'appelait? On l'appelait le Brésilien. Ah, José Touré, voilà, bien sûr, qui était le Brésilien, José Touré. Grande vedette. Il s'est fait magique. pomper son fric par des types qui étaient des ordures autour de lui, qui l'ont dit. Et un jour, je me souviens, il montrait chez lui à Bordeaux, il a dit, vous voyez tous ces beaux tableaux, tous ces trucs-là, rien n'est à moi. Le type l'a acheté avec son argent pour lui. Donc, si vous voulez, je crois que les sportifs... Attendez, je vous interromps parce qu'on a des horaires à respecter. Alors, on va reprendre la deuxième partie. N'oubliez pas le hashtag i24 News Sport. Et puis, on se retrouve pour la suite, donc, dans quelques minutes pour la deuxième partie. À tout de suite. i24 News Sport, rebonsoir. Donc, deuxième partie, nous évoquons dans la première la tricherie donc, et les paris suspects au sein du tennis. Et maintenant, c'est le dopage, avec toujours nos invités, le dopage et tricherie au sein de la Fédération internationale d'athlétisme. Marie-Claire Estou, toujours avec nous, bien entendu, championne du monde, championne olympique, je rappelle, de judo et conseillère du président Chirac, il y a quelques années de cela. Le professeur Jean-Paul Escande, éminent spécialiste de la lutte antidopage pendant de très nombreuses années. Merci de rester avec nous, voilà, de ne pas être parti, bien entendu. Et puis Jean-Charles Trouabal, il n'y a que des spécialistes, que des experts et que des champions, sauf pas tout ça qui est agréable. Jean-Charles, donc sprinter, on se souvient de sa course flamboyante, donc champion d'Europe et recordman du monde avec le relais champion d'Europe sur 200 mètres. Jean-Charles, merci. Donc, nous évoquons maintenant l'athlétisme. Il y a une véritable crise aujourd'hui, puisqu'il y a donc un rapport qui est dirigé par le président de la commission d'enquête de l'AMA, qui est donc Dick Pound, et il dévoile le système de corruption qui règne au sein donc, de la Fédération internationale d'athlétisme en échange de la couverture de cas de dopage. Donc c'est assez incroyable. Jean-Charles, vous connaissez bien cet univers-là. C'est un scandale qui arrive au sein donc, de la Fédération internationale, à la fois les dirigeants, les entraîneurs, les sportifs, c'est étonnant. Oui, étonnant, oui et non. Étonnant, oui et non, parce qu'on sait de toute façon, et le professeur Escandre est bien placé pour le savoir, qu'effectivement, il y a effectivement beaucoup de gens dopés qui ne sont pas attrapés, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, je crois que la lutte antidopage, comme depuis toujours d'ailleurs, a une longueur d'avance sur le... Enfin, plutôt les dopés ont une longueur d'avance sur la lutte antidopage. Moi, ce qui me désole dans cette affaire-là, c'est qu'une fois de plus, c'est pas la prise de conscience ne vient pas de la fédération elle-même, elle vient de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un rapport de journaliste, enfin une émission journalistique qui effectivement pointe le doigt un dysfonctionnement très important de... La chaîne ARD en Allemagne, qui avait sorti il y a donc un an un reportage en parlant donc des dessous et ensuite repris les commissions d'enquête qui se rendent compte à quel point donc il y a des pots de vin et à quel point la Fédération internationale couvre aujourd'hui. Et c'est ça le scandale. Le scandale, c'est de voir qu'il faut que ce soit dénoncé par l'extérieur. Sinon, de l'intérieur, les fédérations internationales ne prennent pas leurs responsabilités. Elles cherchent juste à mettre la poussière sous le tapis et à dire bah non, ça n'existe pas chez nous. Chez les autres, oui, mais chez nous, non. Et il y a un certain nombre d'athlètes qui ont essayé de dénoncer ça. Je lisais encore ce matin Moses Kiptanui, qui depuis très longtemps essaye de faire prendre conscience et dénonce un certain nombre de choses. Mais ces gens-là, ils sont pas écoutés du tout. Ils sont pointés du doigt. On essaie de les mettre à l'écart parce qu'ils dérangent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut se poser la question du mode de gouvernance de toutes ces, que ce soit la FIFA, la l'I2AF, parce que là, on va parler de la Li2AF. Bon, évidemment. Et ces dirigeants qui sont donc mis en examen. Les dirigeants. Alors, on avait évoqué la FIFA la semaine dernière avec nos invités, les mises en examen, les suspensions. C'est, je dirais, la finalité est la même. Il y a donc des mises en examen aujourd'hui des dirigeants. Professeur Escande, vous connaissez bien ce monde de l'athlétisme. La mise en examen notamment du président, tout simplement. Lamine Dia, 82 ans, il est mis en examen.
Et donc, président pendant une quinzaine d'années, il a couvert aujourd'hui, et il s'est même enrichi à titre personnel, il a couvert les cas de dopage. Alors, moi je crois que si vous voulez, si on remet ça dans un contexte historique, pendant très longtemps, ces fédérations internationales et tout ça, c'était des clubs amateurs, de notables, tout ça. Et puis alors, l'argent qui est arrivé a tout transformé. Et alors, vous avez un certain nombre de gens qui ont joué avec cet argent et qui sont venus à devenir... à se complaire dans de l'escroquerie. Ça n'en est pas là. Et alors, à ce moment-là, vous avez un système très bizarre où on n'ose pas dénoncer parce que c'est comme ci, c'est comme ça. Alors là, si vous voulez, ça pose un vrai problème et il y a besoin d'un coup de balai là-dedans et tous les scandales qui éclatent sont bienvenus parce qu'il ne faut pas cracher sur le sport à cause de dirigeants qui sont... Mais maintenant, si vous voulez, les enjeux nationaux ont été tellement importants en athlétisme. Enfin, on sait bien pourquoi Marie-Josée Pérec n'a jamais été recordwoman du monde du 400 mètres, c'est qu'il y a un record qui est... de Marie Tacoche, absolument. Par un monsieur-dame qui... non, mais c'est ça, vous comprenez, dont on ne sait pas ce qu'elle était et qui ne sera jamais battu, ce record du monde. Bon, c'est un peu gênant. Il y a eu le dopage d'État et puis après, il y a eu des gens qui ont été faibles et tout ça. Et c'est devenu de l'escroquerie. Mais ça, je suis convaincu qu'au moment où je m'occupais de la lutte antidopage, je n'ai pas vu un certain nombre d'affaires parce qu'on ne voulait pas que je le voie. Et que si vous voulez, je ne pouvais pas envoyer les gendarmes et les CRS perquisitionner un certain nombre d'officines où je savais qu'il se passait des choses pas bien. Marie-Claire, on parle des dirigeants. Je viens d'évoquer Lamine Diack, donc 82 ans. Le président depuis 17 ans, c'est le personnage principal de ce dossier. Il est donc mis en examen. Également, ses fils, dont un d'ailleurs est resté au Sénégal. Il ne peut pas être mis en examen parce que pour l'instant, il n'est pas extradé. Donc, Papé Massata et puis également Khalil. Donc, c'est une affaire de famille. Après, il expliquait qu'il voulait financer la campagne du président du Sénégal qu'il soutenait grâce à l'argent donc, que lui versaient les instances russes qui, tout simplement, ont couvert leurs sportifs dopés. Marie-Claire, vous tombez les nues, ça vous fait la fois sourire, mais en même temps c'est un côté dramatique. Je vais tout à fait dans le sens du professeur, c'est que ces scandales-là, il faut qu'ils éclatent, il faut que ça se sache. À un moment donné, on ne peut pas savoir et couvrir ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a des règles en sport, le dopage est interdit. À partir du moment où ça prend des proportions comme ça, il faut taper et donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça doit être l'extérieur qui donne le coup de pied à l'intérieur d'un certain nombre de fédérations. Moi, je trouve que c'est bien pour le sport, parce qu'ici, autour de cette table, on aime tous le sport. Bien sûr. On aime tous le sport, on aime les sportifs qui font des grandes performances, et on aimerait que ces performances, elles soient pas suspicieuses. Jean-Charles, Gabriel Dolé, j'aimerais aussi avoir l'avis de Jean-Charles et bien sûr du professeur Escande. Gabriel Dolé, il est médecin. Très bien, il est mis en examen. Alors que donc, depuis 20 ans, il est en charge de la lutte antidopage au sein de l'instance supérieure de la fédération d'athlétisme. Et il a couvert, lui, c'est assez incroyable. Mais je crois que probablement, il était sûrement très intègre au départ. Oui. Mais probablement que 20 ans, c'est beaucoup trop long aussi. C'est-à-dire que quand on est pendant 20 ans dans un poste à responsabilité, quelle qu'elle soit, on le voit au niveau de la fédération de football, on le voit au niveau des fédérations internationales d'athlétisme, c'est les mêmes personnes qui pendant 20 ans et 30 ans et 40 ans restent au pouvoir. Forcément, à un moment, c'est des êtres humains, c'est des hommes, ils ont des faiblesses, etc. C'est plus facile quand on est installé et qu'on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver que quand on est remis en question à chaque élection, qu'il y a un renouvellement, qu'il y a des jeunes qui arrivent, que ça bouge, etc. Quand c'est les mêmes qui sont là, la place est bonne, hein. La place est bonne, pas simplement pour s'enrichir, mais sur un plan aussi de la notoriété, sur un plan aussi du train de vie. Hein, parce qu'il faut voir que ces gens, ils vont pas dans des hôtels 2 étoiles quand ils vont en déplacement à droite à gauche, dans des colloques, etc. Frais payés, bien sûr. La vie est bonne, la vie est belle. Donc ces gens-là, ils restent et ils laissent pas la place aux autres. Et on voit la même problématique avec la Fédération internationale de football. Qui sont les gens qui se présentent aujourd'hui? Mais c'est les mêmes qui sont dans la commission exécutive. À l'athlétisme, on a qui aujourd'hui? On a Sébastien Coe. Sébastien Coe, d'accord, peut-être qu'il ne savait rien du tout. Vice-président pendant 10 ans, et aujourd'hui, le rapport Pond dit que finalement, il n'a pas été au courant, bien qu'il soit qu'il était vice-président. Alors peut-être, j'en sais rien, je ne veux pas jeter l'anathème sur Sébastien Coe, je ne le connais pas. Mais en même temps, on voit que c'est compliqué de ces postes-là, parce que, alors, il était représentant de Nike, on voit qu'il y a eu l'attribution d'une ville aussi pour les championnats du monde. De Gênes, aux États-Unis. Sans passer par une commission, c'est-à-dire le fait du prince qui désigne cette ville-là.
dont lui est un représentant depuis des années, il est payé par Nike. Oui, et puisque donc on précise simplement que Nike, le siège social est à Eugène. À Eugène, voilà, donc c'est pour cette raison donc voilà, qu'Eugène... on voit, voilà. c'est juste pour apporter de l'eau à ce sûr. moulin, pour dire que c'est très compliqué, parce que ces gens qui sont à la direction de ces fédérations internationales, ils sont partie prenante. Voilà, ils sont partie prenante, ils sont jugés partis, c'est ça que je veux, pardon. Ils sont jugés partis. Professeur, Gabriel Dolé, je ne fais pas son procès, donc je crois Je le connais bien. Alors, il a perçu une somme en liquide de l'ordre de 50 000 euros, je crois, ou un petit peu supérieur. Il a prêté serment. Alors, c'est un petit peu utopique, ce que je vais dire. Voilà, le serment d'Hippocrate. C'est donc, pour aller dans le sens de ce que dit Jean-Charles, c'est justement, on goûte au pouvoir et finalement, on couvre, alors qu'on est là pour dénoncer, qu'on est en charge de la lutte. On est pris dans un système et puis on pense qu'on ne sera jamais touché. Jamais puni. Si vous voulez, j'ai été très surpris par l'histoire de Gabriel Dolé, parce que c'était un type gentil, venait me voir, un peu idéaliste, bon, très bien, on discutait de tous ces problèmes de dopage. Là, j'ai été vraiment surpris. Mais je vais vous dire, j'ai été très surpris pendant l'affaire Bettencourt de voir un certain nombre de médecins, donc qui avaient touché un peu. Je crois que l'argent rend fou, et c'est une folie qui ne se soigne pas. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y a passé le petit doigt, ça continue. Mais bon, on ne peut pas laisser faire ça. Parce que sinon, si vous voulez, ça va devenir, vous en parliez tout à l'heure, de la mafia et l'organisation des championnats du monde de boxe, vous comprenez? Donc il faut absolument arrêter ça. Non, mais oui, parce que si vous voulez, moi j'étais très marqué dans mon enfance par le film avec Marlon Brando sur les quais, et puis l'autre qui était Plus dur sera la chute, avec quelle histoire de Primo Carnera, qu'on monte, et puis après on lui fait casser la gueule. Voilà, dont les combats étaient truqués, mais c'est dans les années 30. C'est ça. Voilà. Mais si vous voulez, ça a été un exemple typique. Bon, c'est fini. Mais maintenant, les gangsters se rabattent sur autre chose. Marie-Claire. C'est la lutte éternelle entre le bien et le mal. Oui. Finalement. Alors, celui qui représente... Et il est souvent plus facile de se laisser aller dans un travers que de résister. Mais ça, que ce soit pour les paris, que ce soit pour le dopage, c'est tellement plus facile de se laisser aller. Moi, j'ai touché 50 000 là. Que de résister. Résister, c'est un acte. Faire preuve de courage. Courageux. Finalement, oui. C'est bien plus courageux de refuser que d'accepter. Voilà. Résister face à de l'argent facile. Résister. C'est difficile de résister. Mais ça pose le problème des organes de contrôle dans ces fédérations-là. On le voit en foot, on le voit en athlétisme. Que faisaient les organes? Est-ce qu'il y en avait déjà? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que les gens qui sont... si on prend la commission exécutive de la FIFA, par exemple, ou la commission d'éthique, ils se réveillent tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y avait de la corruption, Ils faisaient quoi pendant les 10 dernières années? Ils dormaient? Alors, le dossier sort parce qu'il y a donc une athlète russe. On va voir son pédigré à cette athlète russe, Lilia Chobukova. Cette athlète russe, finalement, c'est elle qui déclenche. Non, ça, c'est Valentin Balaknichev, qui est le président donc, de la fédération russe, qui est suspendu à vie, et qui est le trésorier en même temps de la fédération internationale. Vous imaginez. Donc voilà. Et cette athlète, regardez ce palmarès, elle a 38 ans, vainqueur de 3 marathons, d'un 4e à Londres, en prize money. Et pourquoi j'ai donné ces éléments? Parce qu'elle gagne, grâce à ses victoires dans les marathons, 1 500 000 $. Mais on l'a extorquée de 600 000 $. Qui l'a extorquée? Les instances russes, qui lui ont dit, tu as un passeport biologique, et j'aimerais, professeur, que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'est le passeport biologique, donc, avec des anomalies au niveau sanguin. Ne t'inquiète pas, si tu veux participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, on couvre l'affaire, simplement tu nous payes. Et elle a donc payé. Et à un moment donné, elle a refusé, et elle a été suspendue. Le passeport biologique, c'est un système qui a été mis en place... Alors, le passeport biologique, si vous voulez, ça a été un progrès. C'est-à-dire que pendant très longtemps, qu'est-ce que c'était être dopé? C'est avoir dans les urines une substance interdite figurant sur une liste. Les gens disaient c'est flou. C'était pas flou, c'était trop net. Bon. Et puis, on savait très bien qu'il y avait des produits masquants, et puis il y avait des gens qui faisaient des analyses le matin avec des appareils sophistiqués. S'il y en a un qui était positif, on disait que sa grand-mère était malade et qu'il n'avait pas pu faire la compétition. Bon, ça, si vous voulez, on connaissait bien. Mais alors après, on a mis le passeport biologique. C'était essentiellement pour l'érythropoïétine, qui vous donne plus de globules rouges, donc une charge en oxygène mieux. Ce qu'on appelle le PO. Oui. Le PO, voilà, l'érythropoïétine. dans le jargon. Bon, voilà. C'est ça, l'érythropoïétine. Voilà. Et ça fait fabriquer des érythrocytes, c'est-à-dire des globules rouges. Très bien. Alors, on a fait des prises de sang, des contrôles inopinés, c'est-à-dire à n'importe quel moment de la saison, pendant que les gens s'entraînaient, etc. Et puis, on a regardé sur le long terme. Et on avait quand même des indications. Mais je vais vous dire, si on veut vraiment faire de la lutte antidopage,
c'est très joli de faire des profils biologiques, mais la médecine, ça ne consiste pas à faire de la biologie. Parce que sinon, je vais vous faire de la médecine par correspondance, et si vous êtes grippé, vous m'envoyez votre sang et vos urines, et je vais vous dire ce que vous avez. Non, il faut examiner les gens. Vous comprenez, je me souviens de Stéphane Diagana, qui un jour me disait, ah ben quand je vois un type qui a le menton qui commence à lui pendre sur la poitrine, je sais qu'il prend de l'hormone de croissance. Bon, oui. si vous voulez, et tout est comme ça. Et il y a des gens, une infirmière de l'INSEP qui disait, ah, la petite machin, elle a dû commencer à prendre ses anabolisants parce qu'elle a quelques boutons sur la figure. Comme je suis dermatologue, ça me parle. Donc si vous voulez, si on veut vraiment faire la lutte antidopage, protéger les athlètes, protéger les compétitions et protéger le sport, il faut faire de la médecine. Bon, ça c'est ce qu'on avait proposé après l'affaire Festina. On nous a dit, niet, c'est trop compliqué. C'était pas compliqué du tout, mais on ne veut pas le faire. Donc, si vous voulez, alors pourquoi on ne veut pas le faire? Parce qu'effectivement, je vois mal mon compatriote et votre ancien patron, M. Chirac, dire au président russe, dis donc, il faudrait arrêter le dopage parce que c'est pas possible. Mais parce si qu'il y a des enjeux. Un moment où c'est trop haut, c'est beaucoup trop haut. Donc, la situation est bloquée et c'est à la base qu'il faut agir, Professeur, c'est juste pas au sommet. un élément, j'aimerais vous montrer avant de conclure, qui est intéressant. Les rapports montrent qu'il y a depuis entre 2001 et 2012 un tiers des 146 médaillés en athlétisme des championnats du monde des JO qui posent problème. Et quand on dit pose problème, il y aurait donc des résultats suspects. Donc on ne va pas refaire l'histoire. C'est un dossier, je pense, qui mériterait que l'on revienne tranquillement dans un prochain I24 News Sport parce qu'on est pris par le timing. Mais ce sont des éléments presque inquiétant aujourd'hui, c'est évidemment très très inquiétant. Ce qui est important, je crois, et il faut absolument garder ça, c'est garder les échantillons le plus longtemps possible pour pouvoir faire des analyses a posteriori, parce qu'aujourd'hui, on sait encore une fois que la lutte antidopage, elle n'est pas capable de détecter tout ce que prennent aujourd'hui les gens qui se dopent. C'est-à-dire qu'ils ont une longueur d'avance. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec l'affaire Balco, les gens inventent des molécules qui donc ne sont pas recherchées, puisque de toute façon, on ne les connaît pas. Donc oui, on mais peut pas les rechercher molécules ont des effets sur le corps qu'on pourrait dépister. Marie-Claire, est-ce que vous êtes confiante ou est-ce que vous dites il faut qu'on conclue? Est-ce que vous pensez que l'avenir sera inquiétant? En quelques mots. Oui, non. Attention, on va conclure. J'ai pas pour tempérament d'être pessimiste. D'accord. Donc j'ai envie d'être optimiste. Bon, formidable. Il faut résister. On termine avec le ça sourire. commence par l'éducation. Merci Marie-Claire, merci Jean-Charles, merci professeur Escan. N'hésitez pas à intervenir sur le hashtag I24 News Sport. Merci, à la semaine prochaine. Bye bye.